Comment ça va? Bien et vous? Ouais. Ouais. Alors? Bah alors, la défaite sur cette circonscription pour moi, hein. Le second tour que je rate à 100 voix. Le cauchemar de la présidentielle, Benoît Hamon espérait le laisser derrière lui. Il voulait se relancer en gardant son siège de député des Yvelines. Peine perdue, il rate de peu la qualification au second tour. En même temps, je pense que j'aurais perdu au second tour vu la configuration. Puis globalement, la gauche en miettes, quoi. Donc ça, c'est le point négatif. Et au fond, si je vous dis mon vrai état d'esprit, j'ai à la fois un peu d'amertume parce que j'étais très attaché à représenter ce territoire à l'Assemblée, notamment la ville de Trappes, parce que je pense qu'il faut que des territoires comme ça soient représentés par des gens qui y croient, qui croient dans la population qui habite ici. Donc ça me rend triste. Même si la ville elle a voté pour moi, hein, c'est autour que ça n'a pas voté, dans des villes plus bourgeoises, ou voire même carrément bourgeoises. Et en même temps, je sais qu'on va passer au-dessus de ça, quoi. C'est-à-dire que, en même temps, je suis optimiste parce que d'abord, c'est la mécanique des choses. Ce matin, j'ai tweeté un truc, j'ai tweeté une image de Sisyphe. Oui, mais pour vous dire, Sisyphe une qui forme porte sa d'inculture. pierre. Mais oui, mais qui est quand même. C'est Camus qui a quand même utilisé l'allégorie pour dire que la gauche, c'était ça. C'était rendre Sisyphe heureux, c'était même le destin de l'humanité, que de vaincre les inégalités, puis de recommencer, etc. C'est quelque chose de positif et beaucoup, ou par inculture, etc., ils voient quelque chose de comment dire, de déprimé. C'est pas. Pourquoi est-ce que la gauche, on ne veut plus l'entendre? C'est quand même fou, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une époque chômage de masse, jeunesse sans espoir, il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver leur place dans la société. Logiquement, il devrait y avoir des réponses de gauche à tout ça. Et on a l'impression que depuis un quinquennat, avec un président dit de gauche, la gauche a passé son temps à apporter des réponses de droite et à répondre à la droite. Mais est-ce qu'il n'y a pas la réponse dans la question quand vous dites dit de gauche? Bon, vous reconnaissez que c'est pas naturel que comment dire, de caractériser ce quinquennat comme de gauche. On va faire un test, il y a des tests simples à faire, moi je l'ai fait pendant les élections législatives. Mitterrand, vous dites spontanément aux gens, vous retenez quoi en conquête sociale? Et on vous dira la 5e semaine de congé payé. On évoquera aussi l'abolition de la peine de mort, parce qu'on y voit un droit, un progrès, en tout cas humaniste. Mais on évoquera les 39 heures, etc. Vous dites Jospin, et on vous dira immédiatement 35 heures, couverture maladie universelle. Vous dites Hollande. Mariage pour tous. Oui, mais mariage pour tous, qui est un droit pour des gens de se marier ou d'adopter, mais conquête sociale au sens où ça améliore la vie du petit retraité, du mec qui a bossé toute sa vie chez Peugeot, du chauffeur Uber, etc. Ce qui améliore la vie de tout le monde. Le progrès social qui éclaire finalement la vie de tous, il n'y en a pas. Valls, il s'en sort pas mal pendant ces législatives, lui. Ah ouais, il a été distingué, élu par Macron, puisque Macron a choisi les socialistes qu'il voulait avoir à l'Assemblée nationale. Il n'aura pas mis de candidat en face. Il les a choisis, et en les choisissant, il les ligote. Et je pense qu'il a choisi en plus ceux dont il estime, lui, aujourd'hui, qu'ils seront incapables d'incarner à un moment une menace pour lui. Vous apportez votre soutien à Manuel Valls Non. ou à la candidate de la France Insoumise? La France Insoumise, sans hésiter. Non, parce que c'est une candidate de gauche et que je pense que Valls est aujourd'hui sur un projet politique qui s'est éloigné de la gauche, qui n'a progressivement, mais on ne peut pas vouloir aujourd'hui faciliter les conditions de licenciement comme dans les nouvelles ordonnances travail, permettre demain, vous vous rendez compte, entreprise par entreprise, on négociera les délais de licenciement, les conditions de licenciement, c'est plus la loi. À gauche, pourquoi on est attaché à la loi? Parce que la loi protège le plus faible. Et bien voilà, on oublie la loi, on dit chacun, en fonction de son entreprise, négociera les conditions de son licenciement. Ça pose une question qui est celle du progrès, c'est-à-dire que les politiques qui avancent les arguments que vous venez d'énoncer disent on fait ça pour le progrès. Eh oui, mais... Avant, le progrès social, c'était, je sais pas moi, d'avoir les congés payés, les 35 heures. moi, je vais vous donner un exemple. Là, en ce moment, le progrès n'est plus social. C'est quoi la définition du progrès en 2017? D'abord, c'est pas un progrès. Si le progrès s'entend au sens où ça améliore les conditions de vie du plus grand nombre, et notamment de ceux qui en ont le plus besoin,
Aujourd'hui, faciliter le licenciement, ce n'est pas un progrès. Augmenter la fluidité sur le marché du travail, c'est-à-dire dire si votre employeur peut vous licencier plus facilement, il embauchera plus. Ce qui est quand même déjà besoin de... On sait d'abord qu'il va licencier avant d'embaucher, quoi. Donc c'est ça le raisonnement. Si vous acceptez d'avoir moins de droits, vous aurez davantage d'emplois. Et c'est le deal qu'ont fait beaucoup de sociétés européennes ou de pays européens entre pauvreté et chômage, en disant je préfère un chômage bas et une pauvreté haute qu'un chômage un peu plus élevé et une pauvreté plus basse, avec plus de redistribution. Moi je pense qu'on peut baisser les deux, la pauvreté et le chômage. La plupart des intellectuels de gauche, et je pense notamment à Didier Ribon, ont écrit avant l'élection d'Emmanuel Macron que son élection allait mener un FN à 40% lors de la prochaine présidentielle. C'est le vrai risque. C'est le vrai risque parce qu'on sait que ce sont les politiques libérales qui ont fabriqué les réponses d'extrême droite, partout en Europe. Or là, on vient de se choisir le champion de cela. C'est-à-dire quelqu'un qui réalise cette synthèse, ce qui moi je redoute beaucoup, entre à la fois un grand libéralisme économique et en même temps une hyper concentration du pouvoir à l'Élysée avec une administration aux ordres. Ça veut dire que c'est du jacobinisme, donc dans l'ignorance des territoires. Ici, tout ce qui boue, crée, s'invente, auprès de qui ils vont toquer. C'est un vrai sujet. Et donc on va avoir à la fois une hyper concentration du pouvoir politique et un grand libéralisme économique qui peut conduire à la sauvagerie sur le territoire. Cette synthèse-là, évidemment, elle est redoutable. Pourquoi vous parlez de sauvagerie? C'est pas un mot, c'est pas... Je pense que le modèle britannique, par exemple, ou le modèle allemand des jobs à 400 €, c'est sauvage. Qui va m'expliquer que, par exemple, une maman célibataire, il y en a à Trappes, qui travaille à mi-temps dans une maison de retraite comme aide-soignante, donc à mi-temps au SMIC, elle fait quelques heures sup, elle est payée 600 €, elle a en plus un peu d'allocation familiale, elle a un peu d'aide sociale, etc. Qui va me dire que ce modèle-là, c'est pas de la sauvagerie? Et comment vous expliquez que l'aide-soignante dont vous parlez, que les jeunes à qui vous avez beaucoup parlé, que les classes populaires, ouvrières, que les pauvres ont totalement abandonné les élections, qu'ils ne veulent plus voter? Il y en a qui votent quand même. Quand on voit l'abstention chez les classes les moins aisées pendant ces législatives, parce que ça veut dire quoi? Que personne n'a des réponses à leur apporter, qu'ils n'y croient plus, qu'ils sont déçus? Oui, il y a des phénomènes objectifs où on ne fait plus confiance en aucune institution. On considère que c'est... qu'en fait, c'était... c'est les gamins qui chantent. Plus aucune confiance dans les institutions. Et puis en plus, il y a le produit du libéralisme. Quand vous êtes finalement mis en concurrence avec les autres tout le temps, finalement, vous vous repliez au mieux sur la communauté et souvent sur vous-même. Même dans la communauté, finalement, vous ne faites confiance qu'en vous-même. Et on en est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des... Moi, je le vois ici, quand on fait du porte-à-porte, il y a les gens ne croient plus. Ils sont pas au courant de vos résultats. Ouais, mais si, ils m'encouragent, moi. Quoi qu'il se passe ici, les gens, ils sont bien. Ouais. Et voilà, donc je pense qu'il y a... Mais ça, c'est classique, ça, hein, que les gens les plus frappés par les crises sont ceux aussi qui ne se saisissent pas forcément naturellement et spontanément des instruments par lesquels ils pourraient recouvrer du pouvoir. À qui on doit tout ça? À François Hollande ou à Manuel Valls? Non, cet état-là dans lequel on est? À tout le monde. Je veux dire, après, moi, je n'ai pas envie de faire le petit jeu de... Vous l'avez vu, le film sur Emmanuel Macron, La Conquête? Non. On l'a vu ces dernières semaines. Ça a été un impeachment de l'intérieur et une vraie trahison sans prise de risque personnel. S'il y a un traître et quelqu'un qui a flingué Hollande, là, c'est Valls. Bah oui, mais bon, personne n'a tellement envie d'endosser la figure du traître. Hein. Mais la réalité d'Emmanuel Macron, là, un collaborateur de cabinet, responsable des politiques économiques depuis longtemps, qui décide finalement de s'appuyer sur ceux qui veulent le faire roi, mais notamment beaucoup d'acteurs du secteur privé, pour le devenir. Et il réussit, et là il faut saluer la performance, hein, une OPA sur l'Élysée et l'Assemblée nationale et le gouvernement. Il y a une autre performance qui est la vôtre. Vous avez fait au début une alliance avec Montebourg et avec Valls pour une ascension dans le gouvernement, et vous êtes tous dégommés les uns les autres. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, moi, alors là, je le reconnais, fait une vraie bêtise, qui était de penser qu'il fallait donner un second souffle et qu'on aurait des chances de peser si on était pesé plus lourd au gouvernement.
Et au bout de 3 mois, je me suis rendu compte qu'on ne pèserait pas sur les orientations économiques. Et si on s'en va si vite, c'est d'ailleurs une manière plutôt de reconnaître qu'on avait fait une erreur, sinon moi, je serais resté. Hein. C'était facile, tout le monde me le demandait. Hein. 147 jours, vous avez tenu. Ouais. Bah oui, mais bon, et je préfère m'en aller en disant, bon, bah, je me suis trompé, et reconnaître m'être trompé. Sinon, non, sinon j'aurais pu être aujourd'hui député En Marche aussi. Hein. Quand on regarde François Hollande et qu'on se demande à quel moment sa tête a tourné, vous avez été à l'intérieur du gouvernement. Mais en fait, elle n'a pas tourné. Elle n'a pas tourné du tout sa tête? Elle était comme ça. Il vous a parlé après la défaite? Non. De l'élection présidentielle? Jamais, non. Il a même pas appelé le candidat PS? Non. Bah, François? Bah. En même temps, je guettais pas mon téléphone. Hein. Non, mais il n'a pas fait, non. Non. Vous savez, la victoire est collective et la défaite est solitaire. Oui. Mais là, vraiment, le PS est solidaire, non? Il n'y a pas... Non, mais j'ai eu des amis qui m'ont... qui étaient là, mais non, j'ai aucun dirigeant socialiste. Taubira? Même pas? Oui, mais Christiane, quand je dis des amis, ouais. Ben, elle n'est pas socialiste, Taubira, elle n'a jamais été au PS. C'est pour ça qu'elle est fidèle. Bah ouais, puis je suis une femme avec laquelle je partage plus qu'un combat politique. Comment est-ce vous avez fait pour avancer pendant la campagne présidentielle où chaque jour il y avait quelqu'un qui vous mettait un couteau dans le dos ou en face? Avec justement sa carte du PS. Comment vous dire? Dans ces cas-là, moi je ne voyais pas d'autre solution que de dire, bon, le visage qu'on propose collectif, il est tout sauf aimable, estimable, désirable. Et je ne vois pas d'autre solution que de me transformer en jardinier, c'est-à-dire essayer de mettre quelques graines, revenu universel, taxe sur les robots, transition écologique, vieillissement, et dire, bon voilà, à défaut de proposer un immense champ de fleurs aujourd'hui, faut qu'on adresse des questions qui sont des questions importantes et au moins susciter l'espoir chez des gens qui se diront ces idées sont belles. Ce revenu universel d'existence serait versé à chaque citoyen français sans condition de revenu. En réalité, le Parti socialiste était devenu détestable. Est-ce que c'est pour autant le socialisme comme idée? Mais c'était la campagne de tout sauf la campagne des idées. Les intellectuels ont déserté la campagne. Oh non, moi j'ai quand même Piketty qui m'a aidé à faire le projet européen, avec Julia Cagé, Dominique Méda qui travaillait sur le travail, j'avais un Nobel sur Jouzel sur la question du climat, j'avais d'immenses personnalités, Spira sur la santé, j'avais des gens, au contraire, j'ai bossé beaucoup avec les intellos. Et d'ailleurs, c'était vachement intéressant de voir que la seule idée retenue par les Français de la campagne présidentielle, c'est le revenu universel. Pourquoi? Parce que c'est innovant socialement, ce qui interroge notre rapport au travail, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Moi, la victoire que j'ai eue, c'est que le revenu universel est venu sortir du débat du dimanche les questions identitaires, etc. Nous, on faisait la campagne sur quoi? Islam et laïcité. Donc, avec cette sorte d'obsession-là. Donc, le revenu universel, les gens sont réinterrogés leur rapport au travail. C'était pas la campagne des idées. Non, ça n'est plus devenu à cause de l'affaire Fillon. De quel droit vous me condamnez? C'est trop facile. Je vous dis ce que je ressens. Mais on est des peut-être que millions vous à ressentez ressentir ça. Pendant les primaires, on a parlé idées, honnêtement. Je trouve que c'était, même si c'était imparfait, mais on a quand même réussi à avancer un peu. L'extrême droite, dans sa tradition raciste, xénophobe, antisémite, islamophobe, a décidé sur Internet de changer mon prénom. Et donc, Benoît Hamon s'est transformé, et je veux les remercier, c'est un très joli prénom, hein, en Bilal Hamon. Il est venu d'où le surnom Bilal Hamon? Vous commencez à le savoir ou pas? Il est venu du fait que y a des gens qui déjà ont commencé dans ma propre famille politique à expliquer que j'étais communautariste, influencé par les salafistes. Je considère que la condition des femmes, notamment dans les quartiers populaires, est un sujet prioritaire. Donc il ne peut pas y avoir d'ambiguïté. Il y a des ambiguïtés, il y a des ambiguïtés, il y a des risques d'accommodement, oui, en effet, de sa part. C'est un des débats que nous avons à gauche. C'est là où je voulais en venir, c'est qu'aujourd'hui, une partie de la gauche, une frange de la gauche, utilisent les mêmes procédés que les identitaires, avec les mêmes obsessions sur l'islam. Oui, mais ça veut dire, c'est là qu'il faut qu'on la arrête de dire que délation c'est la sur les gauche. réseaux sociaux. Oui, mais c'est là qu'il faut qu'on arrête de. C'est là où on a un problème de définition, c'est que les gens qui viennent de ces rangs ont cheminé au point qu'aujourd'hui,
l'identité qu'il revendique, elle n'est pas légitime. On ne peut pas se dire de gauche aujourd'hui, je le dis vraiment, et dévoyer à ce point la loi de 1905. La loi de 1905, elle est d'une clarté absolue. Pour le coup, s'il y a bien une loi qui est bien faite, c'est celle-là. Hein, elle dit séparation de l'Église et de l'État, elle dit liberté de croire et de ne pas croire, et elle prévoit même, la loi, dans un de ses articles, le 31 je crois, que celui qui m'empêcherait de croire serait puni par la loi, et celui qui m'obligerait à croire le serait. La loi de 1905, elle protège la fille qui, ici, traverse ce parc en short, et à qui un barbu, par exemple, dirait « Attends, tu n'as pas le droit de te promener en short, au nom de ma religion, tu dois te couvrir ». La loi de 1905, elle protège cette jeune fille. Et sa sœur, qui, elle, se voile et qui traverserait un autre parc que celui-là, admettons, ou même celui-là, et à qui n'importe qui dirait « Enlève ce voile, je n'aime pas ce signe ostentatoire d'une religion qui n'est pas la mienne », la loi de 1905 protège ces deux sœurs. Celles qui se voilent comme celles qui ne se voilent pas. Comment vous avez vu l'émergence d'une frange? Il y a eu les rouges-bruns, maintenant on a les roses-bruns. C'est des gens qui se disent socialistes et qui sont obsédés sur ces questions de la laïcité et de l'islam. C'est excessif rose-brun quand même. J'ai un très bon copain ici, intellectuel, musulman, parfois, quoi, personnel, mais bon, qui n'était pas dans cette interrogation, est-ce que j'appartiens à la communauté nationale ou pas. Il m'a dit pour la première fois, sous la gauche, je ne l'aurais jamais cru, je me suis demandé si j'étais vous, nous ou eux. Dans le fait qu'on parle des musulmans comme d'une sorte de famille homogène, il y aurait un vote musulman, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Ici, il y a une majorité sans doute des électeurs qui sont de confession musulmane, mais vous allez quoi? On va compter le nombre de prières qu'ils font par jour, et leur bulletin de vote, et ils voteraient tous à non. Mais il y en a qui votent à l'extrême droite, il y en a qui votent à droite, il y en a qui votent En Marche, il y en a qui votent... Et voilà. Et donc, il y a cette sorte d'essentialisation qui amène des gens qui ont une histoire, qui se disent « Est-ce que je suis encore dans la communauté nationale quand j'entends parler de moi ?» Ça, c'est pas une défaite culturelle. Pour la gauche, c'est terrible. Je trouve que, pas pour la gauche, pour ces gens, comme vous disiez tout à l'heure, dits de gauche et qui ont fait du mal à la gauche. Pendant la campagne présidentielle, il y a eu l'affaire Adama Traoré, il y a eu l'affaire Théo. À son arrivée au poste de police, le jeune homme de 22 ans raconte que les forces de l'ordre l'ont violé avec une matraque sur les lieux de l'interpellation. On n'en a pas parlé pendant les débats. Si, moi j'en ai parlé, j'ai évoqué Théo, j'ai évoqué les violences policières, j'ai évoqué les récépissés de contrôle d'identité, j'ai même fait une émission politique de grande écoute où j'ai été à la rencontre de policiers à Massy. Alors on va se rendre maintenant dans un local syndical pour rencontrer d'autres policiers. Vous allez bien? Bonjour. Bonjour. Si, le sujet c'est quoi? C'est est-ce qu'on traite des violences policières ou pas? Ceux qui osent poser ce débat-là sont très peu nombreux, oui. Très peu nombreux. Pourquoi? Parce que à gauche d'abord il y a une forme de sentiment toujours il y a de l'embarras par rapport à la police. C'est-à-dire qu'on surjoue la fermeté au motif qu'on serait culturellement laxiste, etc. Donc il faut dire que non, on n'est pas laxiste, etc., etc. Au point même qu'on en finit par ne plus raisonner sur l'efficacité des politiques qu'on préconise. Ça serait, bon exemple, ça serait quoi une réponse de gauche? Ça serait faire sur la sécurité? Ouais, ça serait faire en sorte que les policiers puissent avoir des conditions de travail dignes. Bah déjà du côté policier ça, mais pour être Théo, moins en burn-out et moins stressé. Mais prenons Théo. S'il y avait de la police de proximité, si la police donc connaissait, qui déambule, qui connaît, etc., comme il y en avait avant, des policiers qui sont gardiens de la paix, quoi, qui assurent, qui savent de la part d'une telle ou telle famille ou tel commerçant qu'un jeune est en train de vriller, etc. Donc ils savent exactement, ils connaissent leur quartier. Donc ils auraient connu Théo. Donc parfaitement capable de dire, celui-là, on sait qu'il n'est pas dans des embrouilles, des trafics, etc. Donc, est-ce que même quelqu'un qui est dans des embrouilles, des trafics, mérite de se faire tirer dessus? mais évidemment que non. Mais ce que je veux simplement dire, c'est l'argument qui à chaque fois, quand on parle d'une bavure policière, on dit mais c'était un mec bien. Que ce soit un mec bien ou pas, personne n'a le droit de se faire tuer par un policier. Mais surtout que quelqu'un qui est dépositaire de l'autorité publique, il doit faire preuve de retenue et il doit avoir un usage de la violence proportionné à la menace. Quoi qu'il en soit, ce coup de matraque était un coup de matraque, mais n'était pas fait pour violer. Il était un coup de matraque peut-être pour maîtriser l'individu, le ramener peut-être à la raison, mais c'était un acte involontaire. Et la réalité, c'est qu'on a constaté que dans beaucoup de cas, ce n'est évidemment pas le cas. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que pourquoi je reparle de la police de proximité? Parce que c'était l'oreille des gens, la police de proximité,
tiens, tenez, là, il y a un problème, etc. Et c'était l'œil de toutes les autres polices. Ça évitait qu'on ait, par exemple, des interventions intempestives, parce qu'il en faut des fois, des interventions de police, mais des interventions intempestives, surtout qui se trompent de cible. Et c'est ça qu'il faudrait qu'on rétablisse. Mais il y a un truc, moi, qui m'a frappé dans la campagne. Quand on fait campagne, on est en immersion. Un jour, cette rencontre m'a touché. Il y a un père de famille, d'ailleurs je l'ai raconté pendant la campagne, noir. Et il me dit, on parlait, je suis père de famille moi aussi. Bon, quand on est père de famille, on a toujours peur pour ses enfants, etc. La mauvaise rencontre, surtout pour des filles, etc. etc. Et il me dit, le père de famille, il me dit, moi je suis noir et j'ai peur que mes enfants fassent une mauvaise rencontre avec des policiers, qu'il y ait un contrôle qui dégénère. Et vous vous rendez compte ? J'ai peur, la police devrait me rassurer quand elle sait la proximité de mes enfants, et finalement, non, je ne suis pas rassuré. Et là, je me suis dit, c'est un truc que je pouvais percevoir de manière abstraite, mais là, très concrètement, il y a un papa comme moi qui me dit, j'ai peur que la police, j'ai peur de la police pour mes gosses. En République, on ne peut pas accepter ça. Alors évidemment, la majorité des policiers ne sont pas dans cette... ils vous diraient, mais attendez, mais nous, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il y a aujourd'hui une telle tension aux cultures, finalement, qui amène à ce que la population ressente la présence de la police comme hostile, et que la police ressente certaines populations comme hostiles. On en est là aujourd'hui. La question, c'est comment on recoue, on retricote quelque chose. Et c'est pas gagné. Hein. Vous vouliez vraiment être président de la République, dans le fond ? Oui. Pourquoi Pour de vrai ? Ouais. Oui, mais encore plus maintenant. Ouais. Il n'y avait pas juste une envie de dynamiter le PS ? Non. Non. Parce qu'on a l'impression que ça vous est tombé dessus. Non, mais après, ça m'est tombé dessus. Non, oui, non, je n'étais pas candidat pour juste gagner la primaire. Et, non, c'est... Si vous étiez allé avec Mélenchon, là, le paysage politique ne serait pas pareil. Non, mais moi ça j'y crois pas. Mais ça, parce que d'abord on additionne des choses qui s'additionnent pas forcément. On peut pas faire l'impasse sur ce qu'on pense sur le fond. Et c'est ce qu'a réussi Emmanuel Macron, il a additionné des trucs qui s'additionnaient pas du tout. Non, moi je pense que, alors là pour le coup, faites-moi la différence sur les questions économiques entre un Le Maire, un Juppé et un Valls. Bien sûr que ça s'additionne. Tous les députés dits de gauche qui ont rejoint Macron sur les questions économiques, ils sont d'accord avec tous les députés de droite en question. Du coup, non, quand je parlais tout à l'heure, il a réussi à faire l'unité de gens qui surjouaient des clivages là où il n'y en avait pas. La réalité, c'est qu'ils étaient d'accord sur les principales mesures économiques, sur le contrat de travail, ils sont d'accord. Sur le licenciement, ils sont d'accord. Sur le financement de la sécurité sociale, ils sont d'accord. Sur demain la réduction, la hausse de la CSG, ils sont vraiment... Non, je pense que Macron... Il fallait que ça pète, en fait. Oui, il dit une chose qui est juste. Ce que nous on ressentait, il disait, mais en fait c'est pipeau ces clivages. Vous surjouez, en réalité vous êtes d'accord sur l'essentiel, juste il y a là, une question d'intensité, de rythme sur lesquels vous êtes en désaccord. Et là-dessus, il a réussi à réunifier des gens qui effectivement, dans deux partis différents, les Républicains et le Parti Socialiste, finalement, défendaient des gros morceaux de programme en commun. Il y a un slogan que vous auriez pu faire, qui aurait pu vous faire gagner, c'est la France qui bédave, avec la légalisation du cannabis. Franchement, si vous aviez fait la France qui bédave, les mecs se seraient levés pour voter. Ou alors pas du tout même. Parce qu'ils auraient trop fumé. Le problème, c'est que les bédaveurs, ils se lèvent pas. C'est ça, mon problème, c'est que le cœur de mon électorat, il dort. Il est fonce-dé, quoi. La légalisation. Mais n'empêche qu'on a réussi à le défendre. Tout ça encore, c'était une idée dont on me disait qu'elle était... c'était fou de la mettre dans un programme présidentiel. Et pour autant, j'ai réussi à le défendre sérieusement. Ma position, c'est aujourd'hui la légalisation du cannabis, parce que ces trafics sont en train de tuer... La légalisation du cannabis, pas simplement la dépénalisation de l'usage, le fait que demain, nous puissions tuer ces trafics. Les policiers sont venus témoigner, etc. On a réussi à faire avancer le débat. C'était pas gagné. Ça changerait quoi dans ce quartier par exemple, que le cannabis soit légalisé, là où on est à Trappes? Ça veut dire qu'on peut dire à un petit 10 ans, va m'acheter un joint, comme on peut dire, va m'acheter des clopes? Non, parce que les mineurs n'auraient pas le droit. Mais c'est surtout que ça tue les trafics. Il y a des business qui tombent là. Ce qui ne veut pas dire que... S'il y a des business qui tombent, il y en a des pires qui naissent. Jesse, you asked me if I was in the meth business or the money business. Neither.
I'm in the empire business. Non mais ça, ce raisonnement, j'y crois pas du tout. Vous n'avez pas vu Breaking Bad? Non, mais ce que je veux dire, c'est pas parce que vous faites... le cannabis, c'est une énorme économie en France. Elle n'est pas remplacée par la cocaïne ou l'héroïne du jour au lendemain. D'abord, il n'y a pas les mêmes volumes, il n'y a pas le même nombre de clients, etc. Donc la réalité aujourd'hui, c'est que effectivement, le trafic de cannabis, c'est ce qui explique que certains squares, certains quartiers, etc., sont aujourd'hui gangrénés par une économie parallèle qui empêche leur développement. Donc, et puis surtout créer de la violence. Il y a qui ne voit pas qu'à la clé, il y a des morts quand même. Hein. Vous n'avez plus de boulot là? Bon, non, mais vous ne faut pas pleurer, moi je veux pas. C'est vrai, Non, mais c'est vrai, comment vous avez gagné votre vie? Bah, je vais travailler, je vais réfléchir là dans les jours qui viennent. Ça va, je retrouverai. Parce qu'un mec de 50 ans qui cherche du travail, il fait Uber. Il y a un gros mercato sur les médias, on m'a dit que vous étiez un peu menacé. J'ai proposé, j'ai dit Achour serait bien de le dégager, prendre un mec un peu plus nouveau. Un grand remplacement. Je vais faire un petit. Non, mais c'est vrai, Emmanuel Macron. Pour lui, un mec qui a Trappes, qui a 50 ans, il peut faire chauffeur Uber. Ah ouais, c'est ça. Mais il avait même dit, plutôt que de tenir les murs ou dealer, c'était la seule alternative. En plus, vous avez une chemise. Et j'ai pas la bagnole. Comment vous allez gagner votre vie? Je sais pas en plus. Non, mais d'abord, je vais la gagner, je vous rassure. Et puis, je sais pas encore. Je sais pas encore. Comme je suis pas fonctionnaire, donc non, mais ça va. J'ai des petites idées, il faut que je réfléchisse. Je creuse. Est-ce que la légalisation n'est pas passée? Oui, c'est ça. J'ai une idée d'une petite exploitation. Non, je sais pas encore. C'est une vraie question. Quoi? Même Cécile Duflot, qu'est-ce qu'elle va faire? Comment elle va gagner sa vie? On va peut-être s'associer, on va peut-être faire un truc avec Cécile. Non, je sais rien. Non, mais ça, attendez, nous, on n'est pas en situation de... on a des... ça va, on a des compétences, on a... quand vous êtes passé, vous avez été ministre, vous avez découvert des univers dans lesquels vous savez que vous pouvez travailler, il y a plein de choses à l'international aussi. Montebourg, elle est dans le miel. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Vraiment, si moins en moins d'abeilles, il va falloir, faut que je lui dise d'ailleurs. Il faut protéger les abeilles, sinon son entreprise, elle va pas faire long feu. Donc la suite, c'est quoi? C'est la social écologie pour vous? En tout cas, je pense que c'est la bonne... Après, je sais pas si on l'appellera peut-être pas comme ça. Hein. En tout social écologie, personne n'y va. Le mot... Ouais, voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'on va pas l'appeler comme ça. Mais en tout cas, l'idée de dire qu'on va améliorer la vie des gens et que ça passe aussi par un cadre de vie qui soit un cadre de vie plus harmonieux, plus doux, plus bienveillant, je pense que c'est un bel horizon. Donc vous lancez ça le 1er juillet? Ouais. Comment ça va s'appeler? On ne sait pas encore. On réfléchit. Mais là, c'est pas mal de réfléchir un petit peu en ce moment. Ouais, oui, pommes de reinette et pommes d'épi. Ouais, c'est ça. C'est bien. non, mais on réfléchit, on va... L'idée... La rate au courbouillon. Ouais, c'est ça. Non, on va... Moi, l'idée qui... Il y a une idée qui me séduit assez. En fait, c'est Emmanuel Macron qui me l'a donné quelque part. Parce que je regardais les comparaisons entre Macron et Kennedy, je me dis, c'est incroyable cette histoire autour de Kennedy, parce que Kennedy, c'est l'homme sur la Lune, c'est... les 30 glorieuses américaines, alors même si c'est contestable maintenant, mais c'est les ménages américains qui frigo, télé, s'équipent en voiture, bon bref, c'est aussi les droits civiques pour les Noirs, bref, des conquêtes civiques, démocratiques, conquêtes sociales, on repousse les frontières du vivant en allant dans l'espace. 3, 2, 1, 0, all engine running. Nous, je pense que ces grandes questions, elles sont posées. Et autour de la transition écologique, autour justement du rapport au travail avec le revenu universel. Et moi j'ai envie de réfléchir à ces frontières nouvelles. Et c'est ça qui m'intéresse. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Voilà. Et donc on va réfléchir autour de ça. Donc ça va être, je sais pas, le nom il va tourner. En route. En route, ouais. Ou alors, non, mais je cherchais un truc. En fait, je vais vous demander, parce que Macron, il a fait En Marche, Emmanuel Macron, tout le monde a vu les initiales. Donc, moi, il faut trouver un truc autour de BH, que ce soit bien personnalisé, quoi. Hein? La belle harmonie. Ouais, c'est pas mal. Vous souhaitez qu'il perde ou pas, Valls? Quoi, législative? Ouais. Non, mais moi, j'ai pas de sentiment de revanche vis-à-vis de lui. Je pense qu'il faut une députée de gauche, donc il vaut mieux que ce soit son adversaire qui soit élu. Mon choix personnel sur le fond, c'est qu'il je préfère qu'il y ait une députée de gauche qu'un député de plus pour Macron, quoi. Il a ressemblé à quoi votre dernier échange en privé?
Bah, c'était les poignées de main, là, quand ils ont... voilà. Et voilà, et ça s'est terminé là. Et puis après, je l'ai redécouvert à la télé chez Bourdin. Je vais vous poser la question. Vous ne voterez pas pour Benoît Hamon le 23 avril. Est-ce que vous voterez pour Emmanuel Macron? Oui, parce que je pense qu'il ne faut prendre aucun risque pour la République. Et donc, je voterai pour Emmanuel Macron. Sympa le mec. Pas de SMS depuis là? Non, un Facebook, non, un petit, poke ouais, non, rien du tout, non. Rien. Bah, c'est mieux, hein. Vraiment pas quoi. Hein? Pas de news. Non, mais bon, d'abord, qu'est-ce qu'il va me dire? Excuse-moi, Benoît. Et je vais lui répondre quoi, moi? T'inquiète, Manu? Non, ça va pas. Ça se dit, hein. J'aimerais qu'on se quitte en parlant d'une poignée de main qui est ressortie sur les réseaux sociaux récemment. C'est la poignée de main entre vous et Bernie Sanders que tout le monde a comparé à celle de Macron et de Trump. De Macron et Trump, on retient quoi? C'est que le président a bien serré la main à Trump. Et Trump, qui est cinglé, dit apparemment, parce qu'il l'aurait mal vécu par ailleurs, aurait accéléré la sortie des États-Unis des accords de Paris. Nous allons annuler l'accord de Paris sur le climat. À quoi ça tient, tout ça? Mais il reste quoi? Qu'on est dans de la pure communication et qu'on oublie derrière que dans la relation France-États-Unis se jouent des choses très concrètes pour nous, pour les emplois, pour l'avenir de la planète, etc. Et de l'humanité, parce qu'en fait, en réalité, on parle des accords de Paris comme de la mise en danger de la planète. En réalité, la planète, elle n'est pas en danger, c'est l'humanité sur la planète. La Terre, elle survivra à nos sottises. Hein. Mais bon, Sanders, quand j'avais été le voir, j'ai travaillé avec lui sur le revenu universel, la légalisation du cannabis. On a parlé de taxes robots. En fait, on a un projet en commun. Alors, il ne se décline pas de la même manière aux États-Unis où il n'y a pas de sécurité sociale comme chez nous. Mais ce que je veux dire, c'est que... Il aurait ressemblé à quoi le monde Sanders-Hamon? Il aurait été coopératif. On n'aurait pas eu un accord de libre-échange avec les États-Unis qui aurait finalement ouvrirait le continent européen à l'importation de produits américains dont on pense qu'ils atteignent nos préférences collectives. Sur des dossiers de politique étrangère, on aurait dialogué en bonne intelligence. Moi, pas pour se piéger l'un l'autre, quoi. Il aurait été coopératif et pas compétitif et concurrentiel. Et il va ressembler à quoi le monde Trump-Macron? Ce qu'il est là, déjà. C'est-à-dire, bonjour. Vous avez des tocs? Hein? Bonjour. Ah mais je dis bonjour. Je rigole. Il va ressembler à quoi? Mais je sais pas. Il est flippant pour ce qui est de Trump déjà. Je trouve que, bon, je vais reconnaître, Macron est quand même moins flippant que Trump. Faut le dire. Il est moins flippant qu'Hollande ou pas, Macron? Je pense que c'est... Je pense qu'il a un côté, Macron, Sarkozy en bien élevé et Hollande en décomplexé. Et ça va donner en matière d'organisation du marché du travail, de protection sociale, pas des bonnes nouvelles. Pas des bonnes nouvelles pour les gens. Battez-vous. Ouais, merci à vous. Merci beaucoup. C'est bon? C'est bon? On était trop long? On n'est jamais trop long.